continue à enregistrer une forte baisse du dollar. À ce jour, et par rapport à il y a 2 ans, il a perdu près de 30% de sa valeur et il cotait aujourd'hui à Paris moins de 4 francs. Nous traiterons la question en détail. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Autres informations de la journée. La conférence de Helsinki est sur le point de terminer ses travaux. M. Jobert estime qu'elle a tenu ses promesses. La France propose une déclaration générale sur la coopération culturelle. Le gouvernement cambodgien du maréchal Lon Nol offre un cessez-le-feu inconditionnel aux partisans de Norodom Sihanouk qui refusent le prince Sihanouk a été de nouveau assuré aujourd'hui du soutien de la Chine. Chemin de fer après la catastrophe évitée près d'Auxerre, on recherche le maître chanteur qui avait fait sauter une voie ferrée et demandait une rançon. Vous verrez l'enquête. Conflits sociaux et bien d'un mot, Fos-sur-Mer en voie de règlement, Péchiné, impasse, Lippe, il faut attendre une semaine encore. Tour de France, Calvaire de Guimard, qui a perdu 19 minutes, Catio conserve le maillot jaune. Mais l'événement le plus important est la crise monétaire internationale provoquée par l'effondrement du dollar. À Paris, par exemple, il est tombé en dessous de 4 francs, 3 francs 95. Il y a 2 ans, le dollar valait 5 francs 50. La situation est à tel point préoccupante que le président de la République dès avant-hier, puis hier et aujourd'hui, M. Giscard d'Estaing, ont agité la sonnette d'alarme. L'Occident est au bord d'une crise grave. Voici un dossier qui va nous être analysé par Patrice Duhamel. Ce n'est pas un dossier facile. Nous allons donc serrer les questions. Patrice Duhamel, d'abord, un bref historique de ce qui s'est passé au cours de ces tout derniers jours. Bien, en effet, Léon Zitrone, les événements survenus ces derniers jours sont symboliques du désordre monétaire qui règne depuis 2 ans. Jeudi dernier, à Luxembourg, les ministres des Finances de l'Europe se réunissent en un véritable conseil de guerre. Ils cherchent à mettre un terme à la crise monétaire et à la hausse des prix galopants, dont justement les développements de cette crise sont peut-être la cause essentielle. Le lendemain, ne pouvant supporter plus longtemps la ruée des spéculateurs, le gouvernement allemand, vous le savez, décide de réévaluer sa monnaie. Malgré cette nouvelle manipulation, la crise continue. Et toute cette semaine, le dollar a continué de baisser pour arriver aujourd'hui sur le marché d'échange de Paris à un niveau inimaginable il y a 2 ans encore, au cours de 3 francs 94. 13h30 à la Bourse de Paris, dans la salle où se fixe tous les jours la valeur des monnaies. De toutes les places financières internationales sont parvenues des nouvelles inquiétantes. Le dollar continue de baisser. Ici, le marché est nerveux et très agité. Les possesseurs de dollars continuent de s'en débarrasser. Le cours de la monnaie américaine va se fixer à 3 francs 94 avant de remonter légèrement à 3 francs 96. On parle même d'une nouvelle dévaluation du dollar. Tous les spécialistes le reconnaissent. En l'absence de décision propre à ramener l'ordre, la moindre rumeur suffit à déclencher de véritables paniques. La monnaie américaine brûle les doigts, la confiance n'y est plus. Parallèlement, la ruée vers l'or, valeur refuge par excellence, se poursuit. Ici, au sous-sol de la Bourse de Paris, au marché de l'or, de nouveaux records sont établis. Le kilo d'or va être coté 16 769 francs et le Napoléon 127 francs 70. Partout dans le monde, le jeu habituel de la balance se développe. La baisse du dollar coïncide avec une hausse importante du prix du métal jaune. Où et comment se fixe le prix de l'or? Nous sommes entrés pour la première fois dans le temple de l'or à Londres. Cet homme vêtu avec élégance et qui agite de temps à autre un petit drapeau britannique est l'un des 5 plus gros négociants londoniens de métaux précieux, des négociants à qui revient la charge de fixer chaque jour le prix de l'or. Dans une petite salle très sobre, avec comme seul décor les portraits des monarques britanniques, ils se réunissent tous les matins à 10 h. Le président du marché, le représentant de Rothschild par tradition, suggère d'abord un prix auquel l'or devrait être vendu dans la journée. Et les 5 hommes, usant abondamment du téléphone placé à côté d'eux pour savoir où en est exactement l'offre et la demande, arriveront progressivement à établir un prix commun. Il ne leur faut pas une demi-heure pour s'entendre sur ce prix appelé fixing, fixing qui sera tout de suite diffusé par téléscripteurs vers toutes les bourses et marchés d'échange mondiaux, et notamment celui de Paris. Si depuis 2 ans le prix de l'or augmente régulièrement, c'est que le métal jaune est la valeur stable par excellence, la valeur refuge. À chaque rechute du dollar, le prix de l'or fait un nouveau bond en avant et depuis près de 2 ans, depuis août 1971, le dollar, vous allez le constater, a fléchi régulièrement. Il vaut 5 francs 55 le 15 août 1971, 5 francs 15 4 mois plus tard à la première dévaluation, 4 francs 60 en février 73 à la seconde dévaluation du dollar, 4 francs 50 en mars, le dollar flotte, il n'a plus de valeur fixe.
4 francs 20 le mois dernier, en juin, et enfin 3 francs 94 aujourd'hui. Alors, comment a-t-on pu en arriver là? Comment, en 2 ans, le dollar a-t-il pu passer d'une monnaie phare dominant toutes les autres à une monnaie repoussée par tout le monde? C'est la question qui se pose. Certes, depuis 1960, le dollar avait des accès de faiblesse. Les Américains avaient trop dépensé à l'extérieur, ils investissaient d'une part des sommes énormes pour construire des usines, en Europe en particulier, tandis qu'en même temps, la guerre du Vietnam coûtait des milliards de dollars. Résultat, ils sortaient plus d'argent des États-Unis qu'ils n'en rentraient. La confiance dans le dollar commençait donc à diminuer. Mais c'est véritablement le 15 août 1971, François Bonnemain, que tout a commencé. 15 août 1971, c'est le coup de tonnerre. Nixon annonce au monde stupéfait que les États-Unis renoncent à leur engagement monétaire. La convertibilité du dollar en or est suspendue et une taxe de 10% frappe tous les produits étrangers rentrant aux États-Unis. 4 mois plus tard, à Washington, à l'issue d'une conférence monétaire internationale, le dollar est officiellement dévalué de 8,5%. Cette dévaluation s'accompagne d'une réévaluation du yen japonais et du mark allemand. Mais la crise n'est pas réglée. Le mal n'est pas attaqué à la racine. Le commerce extérieur américain, malgré cette dévaluation, reste en déficit. Les remous monétaires vont continuer. La confiance dans le dollar n'existe plus. Tour à tour, les monnaies fortes sont à nouveau attaquées par les détenteurs de dollars vers la fin janvier 1973. La spéculation reprend de plus belle sur le mark allemand. Les grandes manœuvres monétaires vont recommencer. Les marchés d'échange sont fermés. La concertation européenne se développe. La crise est dénouée provisoirement le 12 février dernier par une nouvelle dévaluation du dollar de 10%. Le roi dollar a définitivement perdu sa couronne. Depuis cette dernière dévaluation, rien n'a changé. Pourtant, le 16 mars dernier, à Paris, au château de la Muette, à l'issue d'une réunion entre les ministres des Finances européens, américains et japonais, un accord a été conclu. Les 6 monnaies fortes de la communauté européenne flottent par rapport au dollar, qui n'a donc plus de valeur fixe. En même temps, les Américains s'engagent à participer au soutien de leur monnaie. Mais on connaît la suite. Au cours de ces 3 derniers mois, le dollar a encore perdu près de 15% de sa valeur. Le plus grave dans cette crise, c'est sans aucun doute le risque qu'elle fait courir au commerce international. Derrière l'effervescence des marchés d'échange et la valse des monnaies, c'est le niveau de vie de chacun d'entre nous qui est le véritable enjeu de la bataille. Témoin, ce fabricant de cravates de la région lyonnaise qui travaille avec les États-Unis et que nous avons rencontré après la dernière dévaluation du dollar. La perte sèche que nous subissons du fait de la dévaluation du dollar sur nos créances et sur nos ordres en carnet, et puis le renchérissement de nos produits qui rend de plus en plus difficile notre compétition sur le marché des États-Unis et de l'Amérique en général. Vous enregistrez une baisse des ventes? Nous enregistrons une baisse. Déjà, elle s'amorçait déjà avant la dévaluation et elle se précise encore maintenant. Vous savez, ça fait 14 ans que je suis dans l'entreprise. Pour voir une crise comme celle-là, je ne l'avais jamais vue. Actuellement, on nous a supprimé les heures supplémentaires. Et à la dernière réunion du comité, ils parlent de licencier du personnel, ce qui est une chose très grave pour nous. L'exemple de ce fabricant de cravates est symbolique. En réalité, depuis 2 ans, les rouages du commerce international sont grippés. Vous le savez, les grandes négociations commerciales Europe, États-Unis, Japon, ce que l'on appelle le Nixon Round, ces négociations doivent en principe s'engager à l'automne prochain. Mais le président Pompidou et M. Valéry Giscard d'Estaing viennent de tirer la sonnette d'alarme. Il n'est pas utile, disent-ils en substance, de conclure un accord commercial tant que l'ordre monétaire ne sera pas rétabli. À quoi servira en effet de fixer de nouveaux droits de douane si une nouvelle manipulation monétaire remettait tout en cause du jour au lendemain? Pour M. Pompidou, cette crise est particulièrement grave car elle met en cause les relations entre les pays occidentaux. Certains vont même jusqu'à assimiler la situation actuelle à la grande crise économique et commerciale de 1929, la plus grave que les pays occidentaux aient connue au XXe siècle. C'est par exemple l'opinion de l'un des plus grands experts financiers internationaux, M. Jacques Rueff. Je ne voudrais pas tenir de propos imprudents, mais je suis convaincu que la situation présente a la même origine que celle de 1929, c'est l'écroulement d'un système monétaire absurde qui s'appelle l'étalon de changeur, le Gold Exchange Standard, et donc j'ai dit depuis 10 ans, en 1961 exactement, qu'il entraînerait 3 conséquences: pérennité, c'est-à-dire existence permanente du déficit de la balance des paiements des États-Unis, inflation dans les pays créanciers, et finalement dislocation du système par accumulation de créances sur l'or américain. Or, toutes ces choses sont maintenant, hélas, entièrement acquises, et ce qui se développe, ce sont les conséquences de ce processus
qui progresse imperturbablement. Le problème, l'évidence, c'est qu'un ordre international, quel qu'il soit, ne peut pas durer si une des grandes monnaies qu'il inclut est inconvertible. Le seul problème, et la conclusion qu'imposent les événements du jour, c'est qu'il n'y a pour le rétablissement de la solidarité de l'Occident et de l'ordre dans l'Occident qu'une nécessité, c'est le retour à la convertibilité du dollar. On dit, mais tout ça est très théorique, les Américains n'ont pas le moyen de rendre le dollar convertible, puisque leur réserve d'or est tombée au minimum au-dessus duquel elle ne peut descendre, et qu'ils n'ont pas de devise. À ça, j'ai répondu en formulant ce que j'ai appelé un plan Marshall pour les États-Unis, qui permet de prêter aux États-Unis toutes les ressources nécessaires au rétablissement de la convertibilité du dollar. Mon plan n'est pas du tout anti-américain, comme on l'a quelquefois dit, bien au contraire. Il est la condition du maintien de la solidarité occidentale, qui a tant d'importance et qui se trouve actuellement très grandement menacée. Indochine. Au Cambodge, les troupes soutenant le prince Sihanouk ont à nouveau attaqué à une vingtaine de kilomètres à l'ouest et au sud-ouest de Phnom Penh. Le gouvernement du maréchal Lon Nol a proposé un cessez-le-feu inconditionnel et immédiat, sans même demander le retrait préalable des 40 000 Nord-Vietnamiens qui se trouveraient au Cambodge. Proposition refusée par les attaquants, tandis qu'au même moment, M. Chou En-lai, Premier ministre de Chine populaire, réaffirme le soutien de Pékin au prince Norodom Sihanouk. La conférence de Helsinki sur la sécurité et la coopération européenne s'achèvera demain. M. Jobert, notre ministre des Affaires étrangères, estime que les travaux ont atteint leur but, le déroulement s'étant fait comme prévu et sans incident de procédure. Dans une prochaine phase, les commissions de travail se réuniront à Genève, ce sera en automne, avant un troisième et dernier acte qui, lui, se jouera à nouveau à Helsinki, mais plus tard, la date n'est pas fixée. M. Jobert a dressé lui-même le bilan de la semaine qui se termine en répondant à notre envoyé spécial à Helsinki, Gérard Saint-Paul. Voici l'interview. Monsieur le ministre, une telle conférence européenne réunissant 35 pays, c'est tout de même exceptionnel. Que peut-on en attendre raisonnablement? C'est certainement, comme vous le dites, une conférence exceptionnelle avec 35 pays. Tous les pays ne sont d'ailleurs pas européens, puisqu'il y a aussi les États-Unis et le Canada. Quand une conférence de cette dimension se déroule, il est toujours très difficile, même pour les meilleurs observateurs, de dire où elle va et surtout ce qui en restera, à la fois sur le plan des faits et dans l'esprit du public. À mon sens, ce qui est le plus important, c'est ce qui en restera précisément dans l'esprit du public. Et je crois qu'il faudrait qu'il en reste quelques idées simples, pas trop ambitieuses. Une conférence avec 35 pays est une chose très lourde à manier. Disons simplement que les pays européens se sont réunis pour constater ensemble une idée fort simple, qu'ils ont tous besoin de paix afin qu'ils puissent se développer et que les populations ne soient pas les victimes de desseins trop compliqués, conçus très haut et dans le secret. Alors je crois que c'est cela le principal intérêt de cette conférence, c'est de marquer qu'il y a les gouvernements, mais il y a aussi les opinions publiques. Elles comptent et j'y suis revenu très souvent dans mon discours. Monsieur le ministre, si finalement cette conférence, si vous et vos collègues étrangers étiez en train d'organiser des relations de bon voisinage simplement pour les peuples européens, ce serait déjà un résultat positif. Ce serait un résultat énorme. Énorme. Que pensez-vous maintenant du déroulement proprement dit de cette première phase de la conférence d'Helsinki? Bien, la conférence s'est déroulée sans heurts. Il y a eu, comme d'habitude, une activité de couloir qui est normale et qui est d'ailleurs assez distrayante pour les délégués. Et puis, chaque délégation a fait son discours, marqué ses positions, déterminé les lignes sur lesquelles elle entendait se mouvoir à l'avenir et verser dans nos travaux une dose raisonnable d'espoir.
Paris, le président de la République a reçu aujourd'hui pendant 1h15 M. Chaban-Delmas, qui rentre de Chine, et qui a rendu compte, a-t-il dit en sortant de l'Élysée, de ce voyage au président. Les responsables des 3 groupes de la majorité ont été reçus à déjeuner aujourd'hui par M. Messmer. Ils ont décidé de créer une instance de concertation entre la majorité et le gouvernement. Cette instance, qui groupera une quinzaine de parlementaires de la majorité, se réunira le 15 septembre en présence du ministre chargé des relations avec le Parlement, M. Comiti, et celui-ci présentera à ses collègues, à ce moment-là, le programme de la session parlementaire d'automne. Dans les milieux proches du ministre de l'Information, on s'étonne de l'interprétation qui a pu être donnée aux récents propos du ministre sur l'évolution de la publicité à l'ORTF. En effet, dans sa conférence de presse du 5 juillet, M. Malot, en réponse à une question, avait été amené à préciser, je cite, « La loi prévoit que les recettes publicitaires de l'Office peuvent atteindre 25% de son budget. Ce taux est un taux plafond, ce n'est pas une proportion obligatoire. Actuellement d'ailleurs, il n'est pas atteint. » Le ministre avait également précisé qu'il veillerait personnellement à l'évolution des recettes publicitaires à l'ORTF pour que ces recettes se fassent en tenant compte du marché général de la publicité et de la situation de la presse écrite. La semaine sociale se termine par une note plus optimiste. Le conflit de Fos-sur-Mer est en voie de règlement. 10 000 des 13 000 ouvriers ont en effet repris le travail aujourd'hui. Une augmentation de 3% et la garantie de pouvoir continuer à occuper les logements pendant 1 mois après licenciement ont été acceptés par la direction. En revanche, chez Péchinet, c'est toujours l'impasse. À Besançon, les 1300 travailleurs de chez LIP devront attendre encore une semaine pour connaître le sort qui sera réservé à leur entreprise. Venons-en maintenant au mauvais temps, ce mauvais temps qui tranche brusquement sur une longue période de beau fixe. En Saône-et-Loire, à Verdun-sur-le-Doubs, un orage de grêle d'une extrême violence s'est abattu hier soir vers 20 h. De nombreuses toitures ont été endommagées, les récoltes saccagées, les routes nationales 477 et 478 coupées, un pont a été emporté par le vent. Fort heureusement, il n'y a pas eu de victimes. En revanche, à Esther, dans le nord, 2 ouvriers sont morts foudroyés sur la bétonneuse avec laquelle ils travaillaient à la construction d'un CES. En Lorraine, les orages sont à l'origine de plusieurs incendies. C'est ainsi qu'à Metz, la foudre est tombée sur un grand dépôt d'hydrocarbures. Les pompiers de plusieurs casernes ont dû lutter pendant 2 heures pour circonscrire le sinistre qui menaçait de gagner des citernes où étaient stockés 300 000 litres d'essence. Ces violents orages sont provoqués par la chaleur. Il faisait 32 degrés hier après-midi à Metz. La chaleur est également responsable de la mort de milliers de poissons qui flottent sur la Seine depuis quelques jours. Il s'agit d'un phénomène naturel. Les causes en sont l'échauffement anormal de l'eau, 22 degrés ce matin à Paris, dans un milieu déjà particulièrement pollué, et une raréfaction de l'oxygène. Le barrage Seine, situé en aval de la ville de Troyes, mis en service le 3 juillet, doit permettre dans les jours qui viennent une meilleure oxygénation de l'eau, et ainsi des milliers de poissons pourront peut-être être sauvés. Du nouveau dans l'affaire Klaus Altmann Barbie, mais ce n'est pas exactement ce qu'on attendait. En effet, la Cour suprême de Bolivie a ordonné la libération immédiate d'Altmann. Il était incarcéré depuis 4 mois. Une catastrophe de chemin de fer a été évitée. Un maître chanteur avait fait sauter hier la ligne Auxerre-Avallon, demandant une rançon très élevée, moitié en francs, moitié en marques. Est-ce un fou? En tous les cas, il ne s'est pas manifesté depuis. Un reportage de notre station de Besançon sur l'enquête qui est menée. Cet accident, il n'y a pas eu de blessés. Ce n'est pas la première fois que la SNCF subit un tel chantage, mais cette fois à Auxerre, il était suivi d'effet. La gendarmerie avait été prévenue et surveillait les voies. À ma montre, il était 14h17. J'ai donc entendu dans mon dos une forte explosion. Je regardais en direction du tunnel de Saint-Mauré, le service qui m'était commandé de surveillance de ce point de pont à l'entrée du tunnel. Ensuite, suite à cette explosion, il était 14h17 à ma montre, je me suis retourné, j'ai donc vu alors une fumée qui montait. Je me suis dit, ça là a sauté sur la voie.
Donc, en compagnie de mon camarade avec lequel j'effectuais une patrouille, nous avons pris notre véhicule, nous nous sommes rendus par un petit chemin qui accédait à la voie ferrée. Là, j'ai sauté par-dessus la barrière, j'ai remarqué que la voie était coupée, un rail seulement sur la gauche, en direction de la gare d'Arcy-sur-Cure. Et là, aussitôt, comme je savais qu'un train venait de la direction d'Avallon, je me suis porté au-devant de celui-ci qui arrivait au même moment, et par grand geste, au milieu de la voie, j'ai arrêté le train. Est-ce que vous avez l'impression que si vous n'aviez pas arrêté ce train, il y aurait pu y avoir une catastrophe? Il y aurait eu peut-être certainement un déraillement qui se serait produit, et peut-être une catastrophe. Car de chaque côté, un ravin, disons, se trouve à 10 mètres de profondeur de chaque côté de la voie. Eh bien, il est heureux que la catastrophe ait été évitée. Tour de France, Belfort d'Yvonne-les-Bains, Cyril Guimard, l'un des grands favoris du Tour, termine à la dérive à plus de 19 minutes du vainqueur de la 6e étape. Dans Guillaume, souffrant terriblement du genou, Guimard, qui avait déjà abandonné l'an passé, risque de renoncer malgré la journée de repos demain à Divonne. Tennis, en raison de la pluie, la finale du simple dame de Wimbledon a été reportée à demain. Athlétisme ce soir à Zurich, revanche des Jeux de Munich sur 110 mètres haies, le Français Guy Drutt affronte le champion olympique, l'Américain Milburn. Nous terminons ce soir notre série de reportages sur la Grèce. Pascal Michel et notre équipe d'envoyés spéciaux vous invitent à les accompagner en Grèce traditionnelle, celle des paysans, celle de l'Église, aussi celle des irréductibles qui se réfugient dans la poésie militante. Cap donc sur la Grèce. Les paysans avaient été les premiers à bénéficier des faveurs des colonels. À peine au pouvoir, ceux-ci avaient épongé toutes leurs dettes auprès des établissements de crédit. Cette mesure avait été jugée par certains quelque peu démagogique. Par ce geste, le régime voulait d'une part symboliser son attachement à la Grèce du travail et d'autre part sauver la paysannerie de la crise qui la menaçait. L'amélioration fut de courte durée. Les villages se dépeuplent, la superficie cultivée a diminué de près de 50% en 8 ans, le taux de croissance de l'agriculture est resté très faible. Cette population reste en marge du développement économique et touristique. Et elle regarde avec indifférence, qu'elles soient feintes ou non, les dernières péripéties politiques. C'est dans ces villages que l'Église orthodoxe grecque conserve sa plus grande influence. Une église richissime, plus de 10 milliards de francs de biens fonciers. Des églises en construction par dizaines chaque année. Des rapports très étroits avec le gouvernement. Le primat de cette église, Monseigneur Hieronymos, est accusé par certains de ses pairs d'être l'évêque des colonels. Son assistant, Monseigneur Dimitrios, est ici son porte-parole. Dans l'actuelle constitution grecque, il est précisé en bonne place que l'Église officielle est l'Église orthodoxe. Cela vous paraît-il normal d'être reconnu comme une Église officielle? Cette situation a prévalu dès la libération de la Grèce du joug turc en 1821. Et depuis, les rapports entre l'Église et l'État sont devenus traditionnels. Par ailleurs, cet état de fait existe dans la plupart des pays occidentaux, pour ne citer que l'Angleterre par exemple, où le roi n'est pas seulement le chef de l'État, mais aussi le chef de l'Église. À votre avis, en matière temporelle, l'Église a-t-elle un rôle à jouer, et ce rôle est-il dynamique, progressiste ou conservateur maintenant les traditions? Cela dépend des domaines. Dans certains cas, le rôle de l'Église est progressiste, dans d'autres, conservateur. Dans les domaines purement religieux, on pourrait dire que le rôle de l'Église est conservateur. Mais dans les domaines sociaux, le rôle de l'Église est parfois non seulement progressiste, mais encore d'avant-garde.
αλλά πρωτοποριακός. Ce qui frappe surtout dans les rues d'Athènes, c'est une sorte d'apathie, d'indifférence. Pour certains, cette population, depuis 6 ans, observe le silence du mépris. Le football et la loterie sont les activités les plus couramment pratiquées. Peut-être parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Tout ce qui est politique, social ou culturel relève d'une façon ou d'une autre de l'autorité du gouvernement. Et les initiatives en ce domaine ne sont pas toujours bien accueillies. Quant aux touristes, des millions par an, ils préfèrent les beautés de la Grèce antique aux problèmes de la Grèce moderne. Une faille pourtant dans ce mur d'indifférence, les étudiants. Pendant 2 mois cet hiver, et ce pour la première fois depuis 1967, ils ont manifesté leur opposition au régime, en occupant à Athènes l'école des beaux-arts et la faculté de droit. 60 jours d'agitation et de répression violente. Ce que voulaient les étudiants, des élections libres par exemple au sein de leur faculté. Mais très vite, le mouvement déboucha sur la contestation du régime. Le calme est aujourd'hui revenu, mais les étudiants se sont donné rendez-vous à l'automne prochain. Et puis, il y a les irréductibles, ceux qui envers et contre tout gardent leurs pensées et leur mode d'expression. Dans une minuscule imprimerie au cœur d'Athènes, Michalis Katsaros, ancien résistant, ancien communiste. Il a passé près de 20 ans de sa vie en prison. Il nous livre son testament, c'est le titre de son poème. Αντισταθείτε πάλι σε όλους αυτούς που λέγονται μεγάλοι. Στον πρόεδρο του εφετείου αντισταθείτε, στις μουσικές, τα τούμπανα και τις παράτες, σε όλα τα νότερα συνέδρια που φλιαρούνε, σε όλους που γράφουν λόγους για την εποχή δίπλα στη χειμωνιάτικη θερμάστρα, στις κολακίες, τις ευχές, τις τόσες υποκλήσεις από γραφιάδες και δειλούς για το σοφό αρχηγό τους. Αντισταθείτε στις υπηρεσίες των αλλοδαπών και διαβατηρίων, στις φοβερές σημαίες των κρατών και τη διπλωματία, στα εργοστάσια πολεμικών υλών, σε αυτούς που λένε λυρισμό τα ωραία λόγια, στα θούρια, στα γλυκερά τραγούδια με τους θρήνους, στους θεατές, στον άνεμο, σε όλους τους αδιάφορους και τους σοφούς, στους άλλους που κάνουνε το φίλο σας, ως και σε μένα ακόμα που σας ιστορώ αντισταθείτε. Τότε μπορεί βέβαιοι να περάσουμε προς την ελευθερία. C'est bien beau le grec. Tout à l'heure à 21h30, plein cadre avec un numéro spécial sur André Malraux, de l'action à la pensée. Malraux vient d'être reçu presque comme un chef d'État, sous les vivas, sous les acclamations, on peut le dire, de 75 millions de Bengalis, aujourd'hui indépendants. Ils n'ont pas oublié qu'il y a 2 ans, André Malraux, âgé à l'époque de 70 ans, avait voulu reprendre le combat de la liberté aux côtés de ceux qui avaient été si durement éprouvés par la répression qui avait suivi la guerre indo-pakistanaise. L'émission de ce soir retrace cet accueil. La deuxième émission de plein cadre sur André Malraux, Le voyage en Inde, sera diffusée vendredi prochain. La première, je vous le répète, tout à l'heure à 21h30. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.